Madame Francine Doroudil, vous êtes la fille de Robert Doisneau. C'est une grande responsabilité. Une des deux filles. Bien à préciser. Et donc, décrivez-moi, de votre point de vue de fille, qui était votre père? Qui a été votre père? C'était un personnage très complexe, en réalité, qui avait l'apparence de quelqu'un d'extrêmement simple, clair. C'était quelqu'un de souriant et de bonne humeur, en général, dans son contact. Mais sous cette apparence extrêmement simple, c'était une mécanique mentale très très affûtée. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de réflexion sur ce qu'il faisait et qui avait une radicalité dans ses choix. Tout grand artiste a des racines dans ses études et puis dans ses fréquentations dans la vie avec des grands artistes. Quelles sont ces racines dans le cas de Robert Doisneau? Alors, je trouve que c'est très intéressant dans le cas de mon père parce que ces racines de jeunesse, de la construction de son métier, elle vient du dessin. Il a fait une école qui formait au métier du livre, l'école Estienne. Il est sorti avec un diplôme de graveur lithographe au bout de 4 ans. Et donc il était tout prêt pour avoir un métier d'artisan technique avec une main très 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 élaborée déjà. Et donc il avait ça en lui. Mais cet apprentissage du métier de graveur lithographe, qui d'ailleurs commençait à battre de l'aile au moment où il est sorti de l'école, il y avait déjà des changements techniques qui faisaient qu'on n'avait plus beaucoup besoin de graveur lithographe, ça l'avait beaucoup ennuyé cet enseignement-là. Et toute sa vie, il s'est échappé de ça. Et dans le fond, ses fréquentations, je vois, moi je suis née en 1947, il avait déjà 35 ans, donc il avait déjà beaucoup ses amitiés étaient formées, il avait déjà fait une belle traversée de la vie, et il était toujours allé, non pas vers des plasticiens, mais vers des littéraires, vers des écrivains. Ses grands amis étaient des écrivains. Il a été sa première grande rencontre professionnelle qui a vraiment orienté son travail, c'est Blaise Cendrars, voilà. Qui était un aîné, puisqu'il était quand même, il avait 20 ans de plus que lui, il était déjà un grand écrivain au moment où ils se sont rencontrés. Ça a été l'éblouissement, la rencontre avec Blaise Cendrars. C'est Blaise Cendrars qui lui fait faire son premier livre, Banlieue de Paris, qui lui permet d'affirmer complètement un style, alors tout à fait novateur à l'époque. Tout à fait, oui. On photographie rien, quoi. On photographie ce qui n'est jamais photographié d'habitude. Après, il est très ami avec Jacques Prévert. Très ami avec Jacques Prévert, dont il partage la fantaisie, le côté très engagé aussi socialement. Ouais. La désobéissance, le goût de la désobéissance, ça c'est vraiment son amitié avec Prévert, c'est vraiment tout à fait ça. Et à la fin de sa vie, il est très ami avec un écrivain aussi d'une façon très filiale comme ça, c'est Daniel Pénac aussi. Ouais. Il y a toujours chez lui un goût de l'écriture et d'ailleurs il écrit. Ouais. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la vastité de ses écrits. Donc, il a beaucoup écrit. Il y a une profondeur, c'est un poète aussi. Il y a des phrases qui touchent autant que les photographies qu'il fait. Je trouve. Ouais. Il y a un univers. Alors, quand on commence à s'intéresser à ces images, quand on dépasse un peu le stade photographie, de la joie de vivre, d'après-guerre, etc. Quand on voit, il y a une gravité dans ces images quand même. L'arrière du décor est toujours très sombre quand même. Ouais. Et il y a un univers tout à fait poétique et irréel qui est composé par lui à partir du réel absolu, à partir de... Il ne va pas photographier loin de chez lui, sauf pour Palm Springs, la Russie, enfin 2-3 reportages au long cours. Ouais. Mais sinon, ces photos, c'est vraiment... D'ailleurs, il le dit, il faut que ce soit proche, parce qu'autrement, disons, l'idée, la stimulation va... Il ne se sent pas bien quand il ne peut pas parler vraiment avec les gens qu'il va photographier. Ouais. Et Robert Delpire, qui a été un des grands responsables de la photo en France et qui est un homme absolument exceptionnel et qui a su tellement bien analyser les photographes, disait de mon père,
il a été un ethnologue de son propre milieu. Voilà. Et c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, sur Robert Doisneau, il y a beaucoup de théories de la part des criticiens, ce qu'ils appellent un reportage de ville, ce qu'ils appellent un poète réaliste, plutôt qu'un homme de témoignages des derniers, des faibles, oui. Quand il parle de la périphérie, quand il montre aussi ce qui s'est passé pendant son expérience de la résistance. Absolument. Dans les années 40-45. Ouais. Donc c'est vraiment un homme avec un univers énorme. Et en ce qui concerne la photographie, quel a été son lien avec Henri et Cartier-Bresson? Alors ça, ils avaient une complicité, absolument, ils étaient le contraire. C'était vraiment deux opposés. Alors Henri était quelqu'un de très sérieux, qui se mettait très facilement en colère, qui était... moi, je l'ai connu vieux, en réalité, Henri Cartier-Bresson. Et à chaque fois que je l'ai vu en colère, il avait des colères d'adolescent. C'était extraordinaire, c'était quelqu'un de bouillant, comme ça. Et avec quand même un esprit de sérieux dans sa photographie, il défendait le cadre, il ne fallait surtout pas toucher au cadre du photographe. Mon père était... vraiment l'absolu contraire. Il ne se mettait pratiquement jamais en colère. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il était souriant avec tout le monde, là, mais c'était plutôt courage fuyant. Quand quelqu'un ne lui plaisait pas ou quand il se trouvait dans un milieu qui ne lui convenait pas, il tournait le dos, il n'était plus là. Donc mais il n'aimait pas se confronter, il détestait les conflits. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu se mettre tout rouge en colère contre quelqu'un d'autre. C'était vraiment le contraire de ça. Il était toujours aimable. Et Cartier-Bresson n'a jamais réussi à l'amener à Magnum. Il est resté chez Raffo. Mais ça, c'était pour une autre raison. C'est que Magnum et Raffo ont été fondés en même temps, pratiquement, 46-47. Voilà. Que mon père avait rencontré en 1939, juste avant la guerre, au moment où il a été mis à la porte des usines Renault, où il était photographe publicitaire, 39, donc l'été 39, il rencontre Charles Rado, qui vient de fonder, qui a fondé depuis 2 ans, l'agence Rado Photo. Et il lui propose de déposer ses photos. Charles Rado lui dit, si vous n'avez plus de salaire, effectivement, on peut prendre ce risque, vous me déposez les photos, moi j'essaierai de vous vendre vos reportages, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Mon père lui dit, cet été on va descendre avec ma femme la Dordogne en canoë. Excellente idée de reportage, les Anglais le prendront sûrement, faites bien les grottes préhistoriques, etc. Ce que mon père fait pendant tout l'été, et dépose quand même un paquet de photos à Charles Rado, sauf qu'à la fin du mois d'août, la guerre a été déclarée, et qu'il ne va pas devenir photographe indépendant, il va partir... faire la guerre. Il a été réformé assez vite, mais enfin bon, c'est la période de guerre. Charles Rado est juif, part aux États-Unis, d'où il ne reviendra pas. Et donc, il n'y a plus d'agence Raffo. Mais mon père se sentait déjà engagé auprès de cette agence Raffo. Quand en 46-47, Raymond Grosset rouvre à Paris l'agence Raffo, mon père le rencontre. Et c'est un coup de foudre d'amitié. On trouve cet homme vraiment très rigoureux, très honnête. Donc il décide de travailler avec lui. Un très bon lien. Ce qui a été d'ailleurs un excellent lien pour lui. 15 jours après, il est contacté par Magnum qui se montait, par une femme qui avait monté Alliance Photo avant ça. Et il rencontre donc les dirigeants de Magnum. Et il leur a dit, je suis engagé ailleurs. Donc ça a été... Mais c'est pas qu'il a refusé d'aller chez Magnum. C'est parce que... Et après, quand on lui en parlait, il disait, mais en même temps, tous les photographes de Magnum étaient bilingues, avaient envie de faire des grands voyages, c'était pas mon univers du tout, avaient envie de faire une photographie très engagée dans l'histoire politique, ça, il n'avait pas envie de faire ce type de photos-là. Et donc, finalement, il avait eu le sentiment d'avoir fait le bon choix en allant chez Raffo. Mais ça n'a pas été
il n'a pas tourné le dos à Magnum. Hein. Oui, ça se voit, se comprend et c'est très intéressant. Et en ce qui concerne l'aspect, disons, du photographe qui est attentif au dernier. Moi, j'ai lu le questionnaire Proust. Il m'a vraiment frappé une réponse quand il lui demande qui sont les gens que vous estimez le plus, et il dit les syndicalistes anonymes. Alors ça m'a fait réfléchir. Ouais. C'était son âme, c'était très... Alors ça, par exemple, pendant la guerre, il fait des faux papiers pour la résistance, puis à la fin de la guerre, tout ce réseau pour lequel il a travaillé, les gens ne se connaissaient pas entre eux, bien entendu, hein, il rencontre tout d'un coup les imprimeurs clandestins, c'est-à-dire des gens qui venaient, d'ailleurs ça pouvait être aussi bien des chrétiens qui avaient travaillé pour la presse chrétienne, ou des communistes, enfin ça venait vraiment de tous horizons. Mais c'était vraiment des gens d'un courage absolument exceptionnel, parce qu'ils avaient un matériel lourd qui ne pouvait pas se cacher, donc s'ils avaient été pris, ils partaient immédiatement ils risquaient en camp de concentration. Et ça, tout le monde le savait. Ça avait été des gens d'un courage formidable, mais qui, à la Libération, ont été totalement oubliés par les responsables politiques. Ils étaient trop modestes. En 1945, mon père fait, grâce à un éditeur merveilleux qu'il rencontre à ce moment-là et qui vit dans le sud-ouest en France, Pierre Betz, un numéro du Point, donc cette revue qu'édite cet éditeur, sur les imprimeries clandestines, sur les imprimeurs clandestins, parce que c'était exactement les gens pour lesquels il avait de l'admiration. Les gens qui n'allaient pas chercher la médaille, qui n'allaient pas faire des actes grandioses en prenant un porte-voix pour en parler, mais qui avaient un courage absolu face à un ennemi, face à une situation difficile. Et le syndicaliste anonyme, il a continué à être à côté de lui pendant toute sa vie, parce alors qu'il n'avait pas d'affiliation politique. Hein. Il avait eu sa carte du Parti communiste pendant 1 an, et il l'a rendue tout de suite, parce que ça ne pouvait pas être un homme de parti. Mais néanmoins, jusqu'à la fin de sa vie, quand la Vie ouvrière, qui était l'organe de la CGT, donc vraiment l'organe du peuple de gauche complètement, quand la Vie ouvrière lui passait commande d'une usine occupée en province, le tout pour des prix dérisoires, enfin c'était vraiment... Même au moment où il était devenu un très grand photographe, très réputé de ça, c'était la priorité à tout. Il partait, il allait faire ce petit sujet inintéressant et un peu là, mais il était à côté des gens qui étaient dans le combat quotidien. Pour les gens de peu. Ça se voit dans les photos, se perçoit de cette âme si profonde. Et est-ce qu'il travaillait avec un assistant ou il était très indépendant? Alors il était très très indépendant. Il était tout content quand il pouvait avoir un assistant. Ça arrivait pour les prises de vue un peu officielles, pour des organes de presse un petit peu importants. Bon, il avait la possibilité d'avoir un assistant, il l'avait. Il a eu un assistant dans ses jeunes années, si je puis dire, quand le matériel était très compliqué, il faut dire. Hein. Quand au moment où, ici, dans cet atelier, il y a eu beaucoup de prises de vue qui ont été faites, on le voit avec un jeune assistant qui est devenu comédien après d'ailleurs. Mais c'était au moment où une prise de vue publicitaire, par exemple, fallait l'organiser d'une façon c'était plus compliqué, la logistique. Voilà. Et là, c'était son atelier où il vivait aussi. Absolument. Mais il y avait en même temps des fonds noirs, des choses pour les prises de vue. Puis après, il y a eu les 2 ateliers. Alors, c'était l'atelier d'à côté où il y avait les prises de vue, mais il y avait en permanence quand même des prises de vue. Et on est à un peu de distance de l'atelier Giacometti, c'est ça, non? Alors, Giacometti, il était dans le 14e arrondissement. À 1,5 km peut-être. C'est pas loin. Il y a aussi des portraits de votre père, Giacometti, qui sont super. Giacometti était magnifiquement photogénique, il faut dire. C'était difficile de ne pas faire une belle photo de Giacometti. Il était extraordinaire. Il avait une présence, c'est comme Picasso aussi, dans des genres totalement différents, mais ce sont des physiques de photos absolument incroyables. Et
une fécondité artistique très, très élevée. Il y a presque, si je ne me trompe pas, 2 000 millions de fichiers dans des archives. 450 000 négatifs à peu près. Hein. Et quelle est la stratégie, la vision de vous et de votre sœur Annette dans le développement de l'atelier, des archives de l'atelier Doisneau maintenant? Vous savez, ce qu'on fait, c'est très modeste. Hein, mais on continue le mode de travail, alors bien sûr en s'adaptant à la façon dont ça se passe à notre époque, c'est-à-dire que quand mon père était en activité, il y avait quand même assez peu d'expositions photographiques. Maintenant, bien entendu, le gros de notre activité, c'est les ouvrages d'édition, on en sort à peu près un par an quand même, au moins, et les expositions. Mais on travaille à partir d'un matériel qui est déjà très très ordonné, c'est-à-dire que souvent, on s'en tient à des thèmes d'exposition qu'il n'avait pas eu le temps de développer, mais dont on savait qu'il voulait les faire, comme les Halles, par exemple, qu'on a fait il y a 2 ans à Paris, à des secteurs de son travail qui ont été très peu exploités, parce que lui-même avait un regard un petit peu indifférent sur ce secteur-là, puis avec le recul des années, ça devient très intéressant, comme le livre qu'on va sortir en mars sur les années Vogue, où il a travaillé sur la société d'après-guerre. Donc ça raconte énormément de choses. C'est l'argent souvent des Sud-Américains qui revient en Europe, donc c'est des gens qui donnent des fêtes absolument extraordinaires. Une société qui revit après la guerre, c'est quelque chose d'incroyable à photographier. Et les années Vogue, c'est ça. Donc c'est vrai que lui ne trouvait pas ces photos particulièrement intéressantes, mais nous, maintenant, la lecture en est sociologiquement extraordinaire. Et c'est des photos qui sont faites par un homme de 35-40 ans qui est vraiment dans la pleine force de son métier. C'est magnifique, c'est un matériel magnifique. Donc on travaille comme ça. Ouais, et c'est bien. Ici, on respire un air vraiment authentique. Vraiment, dès que je suis entré ici avec mon team, on a vraiment tout de suite respiré un air chaud d'accueil, mais aussi authentique. C'était l'histoire de ce lieu. Et votre père, donc, a connu la popularité. Les artistes, ça se passe quelquefois en vie, quelquefois après la vie. Il a connu en vie le prix Balzac, le Grand Prix de la photographie, le Grand Prix national, puis là, bien sûr, les expos, bien sûr les assignments, les shootages pour les grandes magazines, Life, Vogue. Comment est-ce qu'il a changé ou quelle a été sa relation avec le succès, la popularité? Il adorait ça. Ouais. Mais il n'a pas changé du tout, mais il trouvait que c'était un cadeau merveilleux. De la vie. Il était très très disponible. Il a eu la chance il a eu vraiment la chance de connaître le gros succès à la fin de sa vie. Mais il est arrivé très tard, le gros succès. Donc il a eu le temps de travailler. Ce qui est souvent un problème pour les artistes, c'est de connaître le succès trop tôt. Parce que c'est vrai que, surtout à notre époque où la communication compte tellement, je veux dire, je me dis que Balzac aurait jamais pu écrire La Comédie humaine si c'était déjà un homme de succès. C'était aujourd'hui, il passerait à la télévision toute la journée, il aurait passé son temps à répondre à des interviews. Mon père, non, c'est arrivé au moment où déjà l'œuvre était complètement constituée. Donc, il a pu se faire porter par quelque chose de très chaleureux. Plus que tout, c'était cette espèce de grand succès populaire qu'il trouvait merveilleux, vraiment merveilleux. Il avait accueilli ça avec une très grande simplicité. Il était vraiment resté, mais absolument le même, mais en même temps, c'était quelque chose qui le rendait très très heureux. Ouais. Et je vous demande d'accepter un petit jouet, c'est-à-dire je vous donne un thème et vous m'indiquez une photo de votre père, parce que sur les grands thèmes. Alors, Paris, qu'est-ce que ça vous vient tout de suite comme image sur Paris? Une photo de Paris, il y en a tellement, ça c'est vraiment très difficile. Mais je vais penser plutôt aux Parisiens. Aux Parisiens, ouais. Je vais penser à la marchande de nougat de la place d'Enfer Rochereau, par exemple. Oui, super. Et les écoliers,
Quelle est la première photo qui vous Les vient? écoliers, la première à laquelle je penserais, c'est l'information scolaire, parce que ça prouve aussi à quel point il était transparent quand il faisait des photos. Parce qu'il a photographié sous le nez un gosse en train de copier sur la copie de son voisin. Absolument, absolument. Donc ça veut dire qu'il était totalement intégré à cette classe. Ouais. Les amoureux, quelle est la photo qui vous vient tout de suite? Les amoureux, je vais essayer de ne pas vous parler du baiser de l'hôtel de ville. Dont on parlera. Donc, si ce n'était pas le baiser de l'hôtel de ville. Si ce n'est pas le baiser de l'hôtel de ville, peut-être les amoureux des bords de Seine, parce que c'était la sœur de ma tante, qui était une charmante jeune femme, et que le décor, c'est un décor de nuit, comme ça, très mystérieux. Je trouve que c'est une très très belle photo, une photo de cinéma. Oui. Les bistrots. Les bistrots, c'est automatiquement avec Giraud. C'est Giraud au comptoir, chez Fraisse, ou c'est l'intérieur de chez Fraisse avec Maximilien Vox, cette espèce du grouillement des amis qu'on retrouve au bistrot. La vie des banlieues, de la banlieue parisienne, disons les classes un petit peu émarginées dans ces années. Je penserais à aussi un café qui est à Saint-Denis, qui est cette espèce de grand bâtiment très très triste avec le canal Saint-Denis sur la gauche. Oui. Je trouve que c'est une très très belle photo et c'est certainement... Parce qu'il y a quelquefois un contresens sur la façon dont mon père a photographié la banlieue. Je lis un peu partout, c'était le chantre de la banlieue. Mais il photographiait ces décors-là parce qu'il les trouvait absolument moches. Il avait eu l'impression de passer son enfance dans des décors d'une laideur totale. Donc, c'est pas le chantre, c'est le dénonciateur. Et je pense que cette photo qui s'appelle Au Bon Coin, elle représente exactement ça. Donc, on a parlé des écoliers, maintenant les enfants en général. Les enfants, je dirais que c'est l'enfant papillon, qui est un petit garçon à Aubervilliers dans un décor d'une tristesse absolue et qui est la grâce complète. Enfin, c'est un petit enfant qui semble voler comme ça sur la boue du décor. Et il disait que c'était un autoportrait. Je pense qu'il s'était ressenti enfant comme cette espèce de petit papillon merveilleux. Il l'avait appelé l'enfant papillon d'ailleurs. Cette espèce de petit papillon gracieux pris dans un décor qui est... Et la résistance La résistance, alors là, c'est le FFI. Cet homme est encore un acteur de cinéma. Il a une beauté extraordinaire. Est-ce que beaucoup de ces personnages, il gardait des contacts? Non, je crois. Alors, par exemple, ce garçon, le FFI, le repos du FFI, il ne le connaissait même pas, il l'a photographié comme ça. Et moi, bien des années plus tard, en 80, j'ai commencé à travailler à l'agence Raffo. Peut-être un an ou deux, j'ai eu un coup de fil comme je m'appelais de Roudil, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas que j'étais la fille de Doisneau. Et donc j'étais tombée sur quelqu'un qui me disait, écoutez, voilà, si vous voyez Robert Doisneau, dites-lui que François Coq est mort. François Coq, c'est le résistant le FFI qui l'a photographié sur les barricades et tout ça. Donc j'ai posé des questions, bien sûr, et ce monsieur qui me téléphonait, il s'appelait Kléber Hoth et était aussi présent sur ces photos-là et m'a raconté, du coup, l'histoire de ces barricades. C'était des militants communistes du Nord qui avaient été amenés le matin parce que Paris allait être libéré. Et ce beau jeune homme, comme un acteur de cinéma là, sur ces barricades, on l'avait planté là, boulevard Saint-Michel. Il ne savait pas du tout où ils étaient. Il savait qu'ils étaient dans Paris, mais il ne savait pas du tout à quel endroit de Paris ils étaient et ce qui allait se passer. Et donc c'est une photo qui a en plus un arrière-plan absolument incroyable. Absolument. Et une question, parmi les photographes contemporains, est-ce qu'il y en a un dessus des autres par rapport à vos goûts, votre appréciation? Moi, il y a beaucoup de photographes contemporains que vous aimez? Mais qui n'ont absolument rien à voir avec les photos de mon père. Mais par exemple? Par exemple, il y a un photographe, je vais dire un contemporain, mais il est mort il n'y a pas longtemps, mais c'est Michel Vandenécoute, qui est un photographe dont j'aime énormément le travail. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ça m'ennuie même d'en citer, parce que je sais, il y a un photographe tout jeune
qui s'appelle Cédric Delceau, qui fait un travail à partir de, souvent, enfin, le travail le plus connu de lui est un travail qui est fait à partir des appareils numériques, comme ça, qui a un talent et un humour absolument extraordinaire, et une profondeur aussi. Non, il y a énormément, François Le Diascorne, j'adore son travail. Et disons, les Américains comme Steve McCurry ou Salgado, ces photographes-là. Salgado, mon père était très ami avec Sébastien, vraiment très très ami. Il s'appréciait beaucoup. C'est un immense photographe, Salgado, c'est vraiment une immense personnalité aussi. Ah ouais, ce sont des gens qui ont... J'ai vraiment alors une liste de photographes très admirés, très aimés, très grande, très longue. Ouais. Et revenons un instant avant de voir une ou deux photos dans l'atelier et de nous raconter quelque chose. Alors le baiser de l'hôtel de ville est aussi devenu une sorte de symbole de l'évolution du siècle par rapport au thème des droits d'auteur, des droits d'auteur, des copyrights, parce qu'il y a eu l'épisode de la revendication. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été, je crois, un épisode assez fort dans votre vie d'atelier, de gérer cette histoire-là? Moi, j'étais pas à l'atelier à ce moment-là, j'étais à l'agence. C'était vraiment le moment de, justement, mon père disait, c'est la rançon de la gloire en riant. Parce que c'était vraiment très très pénible. Parce qu'on avait au moins un coup de fil de la presse par jour. Mais non, des gens qui se reconnaissaient sur cette photo. C'était absolument délirant, c'était un moment complètement délirant. Et puis, du coup, il y a eu un couple qui s'est revendiqué, racontant une histoire qui était complètement fausse, qui s'est revendiqué comme le couple du baiser de l'hôtel de ville. Et mon père disait, il ne faut pas briser les rêves. Donc il a eu le tort, d'ailleurs, de ne pas dire tout de suite non. C'était une photo qui était posée pour... enfin, posée, non, mais qui était fabriquée pour Life, voilà. Mais, et du coup, ce couple a été très loin dans les parutions, les récits complètement aberrants. Et du coup, la femme qui avait posé vraiment pour la photo s'est réveillée aussi en disant mais non, c'est moi, etc. Et puis petit à petit, il y a eu bien entendu une espèce d'enjeu juridique un peu monté par des avocats aussi, qui ont dit mais vous pouvez réclamer beaucoup d'argent puisqu'il existe une loi disant que le droit à l'image, etc. Et il y a eu un procès vraiment retentissant. Qui était très pénible parce que ça prenait beaucoup de temps, la fréquentation des avocats n'était pas ce que mon père préférait. Ça lui a c'est ce que je voulais dire. Comment l'art peut quelquefois amener des déviations par rapport aux intérêts économiques dans ce sens-là. C'était devenu complètement un procès d'intérêt économique, complètement. Mais c'est vrai qu'en même temps, des photographes comme lui ou des travailleurs d'agence comme je pouvais être, tout ça, on a tous très envie qu'il y ait une loi qui protège le droit à l'image. Mais en réalité, ces procès-là, heureusement, ce procès a été gagné. Et donc, ça a un peu assaini d'ailleurs le problème dans la profession. Mais quand même, les photographes maintenant se sentent très empêchés de travailler dans la rue. C'est quand même, si la situation avait été qu'elle est aujourd'hui, les photos de mon père, comme celles d'Henri Cartier-Bresson, n'existeraient pas. Il ne se serait jamais permis d'aller faire des prises de vue comme il le faisait. Donc il faut réfléchir aussi à ça. Et bien entendu, l'enjeu n'était pas du tout un enjeu de protection de l'individu, puisque les photos de mon père sont parfaitement bienveillantes. Il n'a jamais pris une photo pour essayer même de moquer quelqu'un ou de le présenter sous un aspect désagréable. C'était bien entendu un intérêt économique parce que dans l'esprit des gens, la photographie publiée devait rapporter beaucoup d'argent aux photographes. Ce qui n'était pas le cas parce que les photographes même très connus ont toujours... Moi j'en ai connu beaucoup, j'ai travaillé avec de très nombreux photographes. Je n'ai pas connu de photographe très riche, sauf ceux qui l'étaient en arrivant au monde. mais c'est une économie qui est quand même très limitée. Il faut beaucoup de parutions pour arriver à faire vivre un photographe. Donc il y a eu un rêve collectif sur les parutions des photographes qui s'est traduit un peu
le baiser de l'hôtel de ville a été un peu l'abcès de fixation de cette histoire-là. C'est devenu le symbole un petit peu de ce thème des droits d'image par rapport aux photoreportages de rue, de ville. Ce qui est vrai aussi, de grands espaces. Que cette photographie a une histoire à elle tout à fait extraordinaire quand même, parce qu'elle a correspondu à un moment à une idée de la vie à Paris, du romantisme. Elle a enchaîné ça. Elle a une charge émotionnelle qui a dépassé tout à fait l'intention de mon père, qui n'aimait pas particulièrement cette photo. Ce qui est la magie de la photo. Voilà, ça dépasse tout à fait l'artiste qu'il a. Alors, ici dans l'atelier, c'est plein d'histoires. Et cette photo, c'est quoi cette photo? Ben ça, cette photo, c'est une de ses photos les plus célèbres, hein, quand même, les frères. Et c'est une photo qu'il avait prise, alors on le décrit souvent comme quelqu'un qui déambulait, qui flânait dans Paris et tout ça. C'était vraiment pas souvent, hein, parce que en général, il était en commande, il travaillait beaucoup, etc. Mais ça, c'est vraiment une photo de déambulation. C'est un hasard absolument incroyable. Elle a l'air posée, cette photo. Ça paraît trop beau pour être vrai. Hein. Et là, c'est deux soldats, c'est deux jeunes. Ça, c'est des polytechniciens. Alors, c'est pas de l'armée, ce sont des... La Polytechnique, c'est quand même une école de l'armée. Hein. Mais ce sont surtout des très très brillants futurs ingénieurs. Et ça l'avait beaucoup amusé de voir ces polytechniciens qui sont quand même des matheux surdoués en train de se poser une interrogation profonde sur l'appareil photo. Et ici, une merveille absolue, c'est quelque chose d'incroyable à voir. C'est quoi cette maquette? Cette maquette, elle a été faite par Sonia Arnstam, qui est ma nièce, et qui, à la mort de son grand-père, a voulu garder le souvenir absolument de son décor, du décor qu'il venait de quitter, quoi. Et donc, d'ailleurs, on peut voir que finalement, l'atelier à côté, son atelier de travail n'a pas tellement changé. Mais elle a fait donc en réduction tout ce qui était le décor de son grand-père. C'est super. Alors, d'autres photos, une photo très incroyable, dynamique, romantique. C'est la danse, je crois, une école de danse. Voilà, c'est une école de danse et vous voyez, c'est une photo qui vient d'une exposition ancienne parce que ça, c'était typique. Dans les années 50, on faisait comme ça. On contrecollait sur du carton fort et en général, on exposait tel quel. Mais je n'arrive pas à retrouver le négatif d'origine, alors que tout est parfaitement classé. Mais bon, voilà, je l'aime beaucoup cette photo. Et là, c'est dédicacé par Jacques Prévert. Voilà. C'est une litho de Prévert. C'est une litho de Prévert. C'est un très beau collage. Et voilà, c'est une amitié, un témoignage d'une grande amitié. Et là encore, je vois l'Artigue, donc deux photographes, un peintre photographe. Ça c'est drôle parce qu'ils ne se sont pas énormément connus avec l'Artigue, mais c'est vrai qu'il y avait dans leur regard à tous les deux une espèce de générosité, une forme d'innocence aussi par rapport à leur sujet. Et cet été, on a fait une exposition des photos de l'Artigue et de mon père autour du thème du cheval au Haras du Pin. Et à l'occasion de cette exposition, Martine Dastier, qui dirige l'association des amis de Jacques-Henri Lartigue, la fondation Jacques-Henri Lartigue, a retrouvé cette photo et elle nous l'a donnée. Et je suis ravie d'avoir accueilli Lartigue dans l'atelier. Super. Ah bon, encore Jacques Prévert. Jacques Prévert, c'est un portrait, je crois. Ou bien alors là, c'est votre père à côté. C'est mon père avec Jacques Prévert et c'est rue de Nantes. Au cours du bal de 14 juillet, où il y a un 14 juillet qu'ils ont couvert, si je puis dire, tous les deux. Et c'est Max Segal, un ami commun, qui avait fait cette photo de deux. Incroyable. Mon père a le Rolleiflex à la main, on voit qu'ils sont en train... Comme d'habitude. C'est Giacometti, rue Hippolyte Manneron, dans son atelier, qui malheureusement est détruit maintenant, qui était un atelier absolument minuscule. Et là, on voit le subterfuge du photographe,
qui le photographie en plongée avec ce qui ouvre complètement la prise de vue et ce qui permet de voir à la fois les sculptures de Giacometti, sa table de travail et son si beau regard. Oui, absolument. Bon, ici, bien sûr, l'image qui est le plus utilisée dans les posters des expos. Ça, c'est Alors, naturel. maintenant, en France, on ne veut plus que cette photo soit la photo de l'affichage pour une exposition. Mais alors, à l'étranger, où on imagine que les gens le connaissent moins, on l'accepte encore. Et donc ça, c'est une exposition qui a eu lieu cet été à Monza. Et le baiser de l'hôtel de ville a encore été sélectionné pour être le roi. Des choses merveilleuses comme ça sur les écoliers. Puis il y avait la poterne des peupliers, la dernière fois je ne la vois plus, mais quand même, la poterne des peupliers. Décrivez-nous quelle est la force de cette image qui est hyper moderne. Alors, voilà, c'est dans des images comme ça qu'on voit qu'il a une construction, qu'il a une liberté dans le regard absolument incroyable, quoi. C'est une photo totalement graphique qui peut exprimer à la fois la joie et la révolte et qui est composée d'une façon mais hyper moderne au moment. C'est une photo des années 30 quand même, c'est une photo incroyablement forte qui est très souvent utilisée. D'ailleurs, moi je trouve que ça fait des affiches obligatoirement très fortes, mais c'est vrai qu'elle a été très très diffusée, très reproduite quand même, cette photo-là. Merci madame pour cet entretien qui nous enrichit beaucoup avec votre témoignage de votre père, mais aussi et surtout avec votre vision sur le thème de l'art et de la diffusion, de la promotion de la qualité dans ce domaine. Vous savez, si on fait ça avec ma sœur avec beaucoup de soin, c'est surtout parce que c'est un plaisir immense. Si c'était simplement le poids d'une succession et le sens du devoir qui nous animait, on ne ferait pas grand-chose. Ça c'est intéressant. Merci. Merci. Alors, Madame Annette Doisneau, où on se trouve ici dans cette chambre si lumineuse? Ici, vous êtes dans une partie de ce qui était l'appartement de famille de la famille Doisneau. Mes parents se sont installés ici en 1937. Nous avons été élevés, ma soeur et moi, dans cet appartement. Ensuite, nous avons quitté l'appartement, nous nous sommes mariés. Et mes parents sont toujours restés dans cet appartement. Et ma mère est décédée 6 mois avant mon père. Et quand mon père est décédé en 1994, l'appartement s'est trouvé vide d'un seul coup. Moi, je dois revenir en arrière pour expliquer que pendant 16 ans, j'étais l'assistante de mon père dans ce lieu. Mais cette pièce même dans laquelle nous sommes était la chambre de mes parents. Donc, j'ai travaillé avec lui dans le bureau que vous avez vu tout à l'heure, je pense, à côté, où travaille maintenant ma soeur. Ouais. Donc, je travaillais avec mon père. Mais en 1994, à son décès, pour moi, c'était trop lourd de rester dans cette pièce où on avait travaillé 16 ans ensemble. Ouais. Donc, j'ai pensé que cette pièce-là, ici, où nous sommes, qui n'avait pas de souvenir de travail commun, était une chambre, donc ça pouvait correspondre à faire la création d'un bureau. Et j'en ai fait mon bureau. Et donc, à partir de 1994, moi, il m'a semblé juste de garder cet appartement. On pouvait évidemment le vendre et que ça disparaisse. Mais c'était, je trouve, vital de le garder pour en faire un lieu vraiment qui était chargé quand même d'histoire. Ouais. Et donc, j'ai créé moi ce bureau et j'ai commencé ce classement qui n'existait pas à l'époque de mon père. C'est-à-dire qu'on avait des boîtes dans l'atelier à côté, mais pas un rangement aussi propre, détaillé, voilà. Les titres viennent de lui, hein, chaque boîte. Bon. Mais il n'y avait rien dans cette pièce qui correspondait à ça. Donc, me trouvant seule ici, c'était un peu avec le chagrin, la disparition de mon père, il fallait faire quelque chose. Et il m'avait dit souvent, pendant les 16 années où j'étais là, un jour, ma fille, on fera comme à l'agence Rafo, où il était, des boîtes pour faire le classement, pour qu'on s'y trouve mieux. Donc, à ce moment-là, me retrouvant seule ici, je pensais que c'était le moment de faire œuvre utile. Et j'ai mis des années à faire ce classement, parce que ces photos existaient, mais elles étaient vraiment un petit peu dans tous les côtés de l'appartement.
Donc, qu'est-ce qu'il y a? Les planches contact ou bien Non, des non, impressions? ici. Alors, les planches contact, vous les avez dans le studio là-haut, dans la loggia. Ouais. Alors, parce que notre père était très organisé et il avait déjà des thèmes. Tous les thèmes qui sont sur ces boîtes, tous les titres, correspondent à peu près tous. On a créé juste quelques titres nouveaux. Ouais. C'est lui qui avait créé ces titres-là déjà. Donc, ça correspond aux boîtes, aux titres des planches contacts. contact, alors. Là, vous avez les contacts là-bas, vous avez les boîtes ici, en général 18-24, Ouais. avec lesquelles on travaille Ouais. encore maintenant. Et puis ensuite, il y a des plus grands tirages comme j'ai là. Vous voyez, je suis en train, moi, de faire classer, des classements. Ouais. Je continue, c'est ma passion, les archives. Ouais, par exemple. Donc je continue. Ah ouais. Et là, vous voyez, c'est le 30-40 qui correspond au format d'exposition. Ouais. Alors Ouais. maintenant, bon, on fait des choses plus grandes ou des tirages Bon. numériques. Bien. Mais ça correspond en général le 30-40 aux Ouais. expositions. Ouais, Voilà. bon. Donc, une richesse et la mémoire historique de Absolument. toute l'archive Oui, de voilà. Robert Doisneau dans cette chambre. Et c'est vrai qu'en général, je ne me trompe pas quand on me demande une photo, je vous la sors en 5 minutes. Ouais, ouais. Alors, pardonnez-moi si je profite de vous encore un instant. Une chose, un petit cadeau pour ceux qui nous écoutent. C'est une question très banale, mais à mon avis la plus importante. Quelle a été la magie, les ingrédients, la formule qui a fait que l'œuvre de Doisneau est maintenant éternelle? Oui, je crois que c'était un homme que vous n'avez hélas pas connu, mais vous l'auriez rencontré, que vous auriez été sous son charme. C'était quelqu'un, je crois, d'extraordinaire, de généreux, de gentil, à l'écoute des autres. Et cette espèce de profonde humanité qu'il avait, on le ressent dans ses photos, et que ce soit dans le monde entier, parce qu'au Japon, on a des expositions maintenant sans arrêt, partout. Moi, j'avais monté une exposition de vintage, tirage d'époque, à New York, dans une galerie à New York, et j'étais allée. Je n'aime pas prendre l'avion, mais j'étais allée quand même. Et je me demandais quelle serait la réaction des Américains par rapport à ces photographies. Et vraiment, les gens venaient vers moi en me disant, mais c'est fou l'amour qu'il y a dans ces photos. Et je crois que c'est ça, ce lien qu'il y a dans toutes ces photographies. Ouais. Des photographes célèbres, il y en a d'autres. Ouais. Mais lui, c'était l'amour des autres, quoi. Il donnait tout ce qu'il avait. Et ce que les gens... Et authentiquement, ça passe. Absolument, ça passe dans les expos, dans les textes qu'il a écrits, les aphorismes qu'il a laissés. Il écrivait avec beaucoup d'humour et très bien. Ouais. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait vraiment avec profondeur. Et je crois que c'est ça ce que ressentent tous les gens qui voient ces photos. Ouais. Et on est heureux quand on sort d'une exposition Doisneau. C'est ça qui est merveilleux. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, moi ce qui me fait plaisir, parce que c'est pas la nostalgie de... non, il y a beaucoup de jeunes. Et vous savez, quand cette exposition, on a monté une exposition avec Agnès Cyr à la Fondation Henri Cartier-Bresson, eh bien, ils n'ont jamais eu tant de monde. Jamais. Et il y avait des queues vraiment de jeunes gens qui venaient voir ces photos. Donc, merci Annette de cette description, ce qui est à mon avis le témoin le plus fort du sens de la visite à cette expo, c'est-à-dire de retrouver l'amour vers la vie, vers les situations de la vie qu'il cherchait toujours et qu'il voulait transmettre. À photographier les personnes les plus humbles, vraiment, en majesté. Jamais, vous voyez, pendant la guerre, on avait proposé qu'il photographie les femmes tondues, il n'a jamais voulu faire ça. Je veux dire que jamais, c'était toujours la noblesse de chacun. La dignité. Que ce soit un paysan, que ce soit un ouvrier, que ce soit... Toujours. Ouais. Une photo, bon, ce sont des questions très simples, peut-être un petit peu banales, mais une photo qui n'est pas iconique, que vous voulez nous représenter, comme ça tous les visiteurs iront la chercher et la découvrir. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, mais qui est peut-être iconique quand même, mais que j'adore, que mon père aimait, parce qu'il était très difficile sur son travail, il critiquait toujours. Quand il revenait ici, là, le soir, j'étais encore au bureau, j'appelle ça le bureau, mais à l'atelier, et il racontait toujours la photo qu'il avait ratée, qu'il avait failli faire. Bon. Mais une photo que j'aime beaucoup et qu'il aimait, c'est vrai, c'est Mademoiselle Anita,
Mais vous la considérez peut-être comme iconique. Oui, mais c'est de toute façon, mais peut-être pas le public. c'est lui dans le miroir. Oui, Voilà. on le voit. C'est un clin d'œil en même temps. Ouais. Il est dans le miroir et cette femme qu'on n'a jamais retrouvée. Ouais. Parce que sur certaines photographies, des personnes se sont retrouvées et sont venues nous voir. Absolument. Ça restera un mystère jusqu'au bout. Et elle est mystérieuse d'ailleurs. Ouais, cette photo. c'est mystérieux, c'est Moi, l'ambiance c'est des ma photo bistrots, préférée. c'est la J'adore nostalgie, cette c'est la sensualité, il y a tout. Il y a tout. Et puis il y a lui dans le Et miroir. il y a lui en plus. Et ça, c'est très Un petit fort. clin d'œil dans le miroir. Merci Annette. Merci.